Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis accompagné comme d'habitude de Abdel, Julien et Thomas. Les gars, comment allez-vous? Salut les gars. Hello. Ça fait un petit moment en On vrai se qu'on n'a pas retrouve. enregistré. Nouveau Même setup si aussi. on trouve encore un nouveau setup. Non, en fait, on est toujours chez 760 Médias qui nous accueille gentiment. Et il y a plusieurs studios, plusieurs setups de podcast pour 2, 3, 4 personnes. Là, en théorie, on est dans un studio fait pour 2 personnes. C'est ce que j'allais mais dire. on squatte, on a un peu tassé. On est sur Faut nos arrêter la canapés muscu, hein. tous les 4. Moi je m'assois plus. Mais on vous fait découvrir un nouvel endroit, donc si jamais ça vous intéresse, le lien du studio est dans la description. Évidemment, on les remercie encore. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du NAB, qui est un salon professionnel broadcast. Julien, je crois que tu le connais pas bien. Et ben donc, pas du tout. Et ça va être à peu près ma seule participation dans cet épisode. Les gars, c'est quoi le Non, NAB? Il y a des trucs que tu connais. Non mais pour vrai, ok, vous êtes allé au CES. Déjà, expliquez-moi la différence entre le NAB et le CES. C'est broadcasting en fait le NAB. C'est en gros, ça va être tout ce qui va être cinéma, vidéo plus poussé, etc. Que le CES, ça va dire c'est plus pour tout le monde. c'est un salon Ouais, grand public, le public, ouais. CES, et le NAB, c'est plus professionnel de la vidéo. Globalement, alors ça peut être des caméras, des objectifs. C'est quoi le terme d'ailleurs en anglais? C'est pas National Association Broadcasting. Ouais, Awards, Exactement. c'est ça. Probablement. Et il y a chaud derrière. Ouais. Ouais, et il y a chaud. Ouais. Voilà, bon, j'ai plus ou moins révisé. T'as sauvé l'épisode là. Mais Ça c'est fait pas, c'est longtemps. pas le plus important, le nom on s'en fout un peu, Ouais, on c'est s'en juste fout. un salon Alors, broadcast. Vous y êtes allé cette à Las année? Vegas. Parce qu'il a eu lieu quand là? Il y a Là, c'était une en semaine, avril. c'est ça? C'était en avril, mais on n'y a pas été malheureusement. Ouais, Et c'était ça m'a mi-avril. donné envie d'y aller en fait, cette édition. Ouais, C'est- c'est ça. Quand tu vois les influenceurs, youtubeurs spécialisés dans la vidéo qui y ont été, alors principalement américains, que tu vois les stands, ça me donne plus envie que le CES finalement. Je sais pas si vous, ça vous fait la même Ouais, chose. puis en fait, ça me correspond plus en fait le NABS, je l'ai toujours dit parce que c'est côté vidéo, très poussé, tout ce qui est cinéma et tout, moi ça m'intéresse beaucoup plus. Le Suez, c'était pour le faire une fois, ça m'a beaucoup plu, puis tu sais, il y avait quand même des trucs cool comme les robots que je voulais voir, les télévisions et tout, mais maintenant que j'ai vu, je sais à quoi ça ressemble, etc. Je pense que je vais pas y retourner, mais c'est sûr que j'aimerais bien faire le NAB maintenant. Il y avait les imprimantes 3D aussi. Imprimante 3D, ouais, exact. C'est deux industries complètement différentes. Vous l'avez dit, c'est grand public, le CES. Le NAB, en fait, c'est justement l'association de la télévision, là, le Legacy Broadcast, comme on l'appelait. Ça a toujours été l'événement de l'année. Puis toutes les compagnies qui travaillent dans le broadcast, les projets, tout ce qui sort de nouveau, c'est toujours timé avec la sortie du NAB. Moi, je l'ai fait 3 ou 4 fois lorsque je travaillais chez Grass Valley. Donc, contrairement au CES, je l'ai fait en tant qu'exhibitor et pas en tant qu'analyste tech ou comme je le fais aujourd'hui perso, là. Et franchement, ça a énormément changé. Parce qu'avant, c'était juste les grosses boîtes médias, broadcast, qui étaient là. Et là, depuis la pandémie, je dirais qu'il y a un shift en termes de produits qu'on voit et de compagnies. Là. Tu sais, Ouais, les ça routes de commence ce à monde, sortir, ouais. c'est jamais considéré pro. Les Blackmagic, c'est jamais considéré pro. Maintenant, on les voit dans le NAB, ils ont des gros stands, ils ont des grosses annonces. Donc, c'est en train de... L'industrie, je pense, au complet, est en train de se métamorphoser en ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui justifie ça justement? Est-ce que c'est l'aspect de plus en plus accessible de la vidéo avec des produits de plus en plus simples? On le voit avec tous les produits Rode, Blackmagic qu'on a même dans ce studio qui sont abordables mais qui font de la bonne qualité. Est-ce que c'est à cause de ces produits-là notamment? Ouais, bah, en fait, à la base, l'industrie du broadcast, c'est une industrie qui est très syndiquée. Ce qui fait que les gens qui travaillent dans l'industrie, ils sont habitués à des workflows très, très, très particuliers. Et changer un bouton, la façon que ça fonctionne, c'est très compliqué. Et ça, les compagnies, les grosses mastodontes, là, les Grass Valley, et puis j'en nommerai d'autres, là, ont toujours eu peur de changer ces workflows-là. Donc, ils sont arrivés avec de l'innovation, mais toujours dans des workflows qui ne sont pas très UX, qui sont un peu vieillots. Ça ne correspond pas un peu des usages qu'on a aujourd'hui. Puis, tu as des compagnies comme les Blackmagic, les Rode, qui arrivent avec des workflows qui sont plus user-friendly, qui sont un peu plus cool. Mais ça, les gens de l'industrie broadcast n'aimaient pas ça. Mais ils n'ont pas le choix que de passer par cette transformation. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Puis ils ont un gros point fort quand même, Blackmagic, et je pense que c'est ce qui rassemble pas mal tout le monde, c'est DaVinci Resolve. C'est que Resolve aujourd'hui marche avec toutes les caméras, ils ont un écosystème monstrueux. Apple a suivi le pas parce qu'on sait que la plupart des gens montent aujourd'hui sur un Mac. Les puces M sont prévues pour aller avec DaVinci Resolve. Donc c'est vraiment penser DaVinci Resolve tout le long. Et vu que tous les appareils vont avec, l'écosystème fait que tu es obligé d'aller chez eux en fait. Mais il faut faire attention parce que quand on dit pro dans le broadcast, c'est pas un pro de tous les jours. Avec un Mac et avec un DaVinci Resolve, je peux te garantir que les gens qui font de la colorimétrie pour la télé, ils n'utilisent pas beaucoup ces logiciels-là. Il y a d'autres logiciels qui sont très, très spécialisés broadcast.
Donc là, on commence à voir ça parce que les workflows ont changé, puis tout le monde maintenant est capable d'avoir on va dire une production vidéo qui fait du sens, puis qui est belle et jolie, et tout ce qu'on veut, avec du matériel qui est plus user-friendly, alors qu'à l'époque, ça prenait les gros switchers avec je sais pas combien de boutons, puis ça prenait des workflows qui étaient très compliqués. Aujourd'hui, c'est plus sympa, puis ces gens-là avant, c'était considéré comme des barbares dans cette industrie-là, mais maintenant, ils arrivent comme des innovateurs, comme des disruptors pour le broadcast. Et c'est ça qui est cool. Et on le voit parce que les gros stands, moi, quand je faisais le NAB avec Grass Valley, on avait toujours le plus gros stand qui existait, genre l'équivalent de Samsung ou Sony et tu voyais un peu les Blackmagic arriver tranquillement avec des plus gros stands et tout ça. Là, on le voit maintenant. Il y a une transformation de cette industrie. J'ai l'impression que finalement, le mot broadcast n'a plus trop sa place dans ce salon parce qu'il y a de plus en plus de marques, de constructeurs qui vont proposer des produits qui n'ont plus vraiment de rapport avec le broadcast en tant que tel, les grosses chaînes de télé et tout ça. Mais ça va être plus pour des créateurs de contenu, le web, etc. On le voit d'ailleurs, il y a certains produits, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui sont en collaboration avec des youtubeurs. Il y a Caleb Pike de la chaîne DSLR Video Shooter qui a fait un produit en collaboration. C'était avec SmallRig, je crois. C'était une espèce de chargeur super puissant là. Et Andy Axe aussi, qui est une autre chaîne YouTube vidéo, qui a fait un travel case, une petite valise de transport. Ils profitent de la notoriété de ces gens-là pour justement... Ouais, mais c'est intéressant de voir justement c'est du marketing. En fait, le marketing a changé, mais en termes d'innovation, ces compagnies-là, elles sont encore... La plus grosse partie d'innovation vient de ces compagnies-là. Tu as toujours encore les gros groupes télé, la BBC, Radio-Canada ici à Montréal en fait partie. Tu as les Canal+ en Europe, puis tu as il y a, en fait, en dehors du NAB, il y a l'autre salon qui est IBC, qui est encore pro, mais moins consumer, qui est juste réservé au broadcast, au mois de septembre, là, qui se passe à Amsterdam. Mais l'innovation, elle vient toujours de ces grosses mastodontes-là. La BBC, c'est une grosse frappe d'innovation et de technologie. Là. C'est incroyable. La R&D de la BBC, moi, j'avais jamais vu ça. Puis je travaillais avec ces gens-là parce qu'on travaillait sur des standards internationaux. Puis c'était toujours les plus gros contributeurs. C'était eux qui lidaient les gros projets. Donc, mais ça reste quand même, il y a quand même du broadcast, malgré qu'ils ont juste ajouté quand même les trucs de créateurs de contenu, les petits, le grand public, on va dire, qu'avant il n'y avait pas. Mais tu as toujours les caméras, tu as toujours les grosses caméras de télévision, de cinéma, tu as les grosses lenses cinéma. Ils ont sorti les Fujinon, là, les grosses là, que tu mets pour utiliser quand tu filmes un match de NBA, là, les gros zooms qu'ils ont et tout, ça reste quand même que c'est ce level-là. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup plus cette année de trucs grand public. Il y a des Harry, Red, etc. qui exposent. Alors qu'avant, ça, c'était des barbares. C'était impossible d'avoir ça à la télé. Et si on compare, là, il y a les Jeux Olympiques Ça, c'est un des gros drivers de cette industrie-là, les Jeux Olympiques de Paris. Et si on voit les gens, j'ai vu des photos, des trucs sur LinkedIn, puis tu vois maintenant des stream decks devant les écrans. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Avant, c'était beaucoup plus gros, moins user-friendly. Maintenant, ces gens-là commencent un peu à s'habituer. Je vous dis, il y a une transition qui se fait, il y a une petite transformation. Ça va faire du bien parce que ça va un peu rajeunir un peu cette industrie-là qui est quand même assez on va dire, vieille, pour être poli. Et ça va faire du bien. Ces compagnies-là vont faire du bien. Je ne pense pas qu'en termes de revenus, ces compagnies-là qui visent les créateurs de contenu, on va dire, ce revenu-là qui arrive de cette partie-là est plus gros que ce que les grosses chaînes de télé vont investir. Mais je pense que c'est en train d'arriver très tranquillement. Donc, Après, l'avantage, c'est que maintenant, des produits comme des Stream Deck ou comme des ATEM pour des petites régies portables, ça fait plusieurs années que ça existe. Ça a fait ses preuves en termes de fiabilité pour pas mal de monde. Donc peut-être que c'est des produits qui, à la base, étaient considérés comme barbares, comme tu dis, dans certains médias. Mais au final, vu la fiabilité au fil des années, l'évolution, le développement et tout, peut-être qu'ils se sont dit, pour des situations portables, ça vaut la peine d'investir dans ces produits-là. Surtout pour du mobile. Pour les productions mobiles maintenant, là, il y a des chaînes de télé qui ont créé des divisions juste pour faire du journalisme mobile. Et ces gens-là sont équipés avec des produits grand public qui sont pas forcément... qui viennent pas des grosses compagnies de broadcast. Donc, et Blackmagic, ça fait... Blackmagic, puis... Rode, puis aussi la compagnie derrière Stream Deck. Elgato, eux, ils ont fourni énormément d'outils pour les gens qui veulent faire du mobile. Donc, on va en voir de plus en plus, je pense, dans les prochaines années. Donc, ouais.
Juste avant qu'on passe sur les annonces en tant que telles du NAB, je veux rappeler aux gens de vous abonner si ce podcast vous plaît, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce qui vous plaît le plus dans ce podcast. On essaiera de répondre à tous les commentaires, évidemment. Et si vous nous écoutez en audio, sachez qu'on a une chaîne YouTube où vous pouvez voir nos têtes dans ce studio. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. On est de plus en plus nombreux. Merci à vous. Et voilà. Donc, il faut mettre aussi un lien de financement pour qu'on puisse y aller l'année prochaine. Du coup, c'est ça. On peut faire une sorte de collecte. Si, GoFundMe. C'est une des périodes les plus occupées à Vegas avec tous les salons qu'il y a. Avril, c'est énorme, tous les salons qu'il y a. Donc, ils n'ont pas eu la pluie comme à Dubaï. Donc, non, pas encore. Super, donc là on comprend mieux c'est quoi cet événement-là, mais c'est quoi les grosses annonces qui ont eu lieu? Thomas, je pense que tu nous as préparé quelque chose. En fait, je vous ai préparé un petit truc. J'ai fait ça en fait hier. En gros, si tu veux, j'ai segmenté en plusieurs trucs. Des choses qui intéressent aussi les gens qui nous écoutent. Je ne vais pas vous parler de l'anti-cinéma parce que tout le monde s'en fout ici, mais on va parler des choses de photos, de vidéos, de sons. Donc on va commencer. Donc j'ai pris le téléphone de Julien pour avoir mes notes. Donc c'est normal si je regarde mon téléphone parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais on va commencer par. Vous voulez commencer par quoi Alors je me lance moi le micro sans fil Rode. Voilà, si on va dans le son, on part dans le son. Vas-y. Donc il y a le Rode qui a sorti le Interview Pro. Donc c'est un peu ça. Alors pour ceux qui ont la vidéo, on utilise dans ce studio 2 Rode PodMic et un kit Rode Wireless Pro. Avec le Interview Go qui est l'espèce de tige là sur lequel on fixe le micro sans fil qui nous permet d'avoir une sorte de micro de point pour des interviews. Donc c'est ce que Thomas et Julien utilisent aujourd'hui et donc Rode a sorti un vrai micro main pro qui s'appelle Pro. Alors en quoi il consiste ce produit, Thomas? C'est un produit en fait qui va te permettre de faire des interviews, d'aller dans un salon justement comme au NAB par exemple et d'aller en fait parler au micro. Tu es branché à ta caméra, donc tu peux te brancher à ton wireless, donc exactement ce qu'on a ici là. Donc le Wireless Pro, donc la partie en bas. Je montre c'est un transmetteur. Voilà. Ça c'est le récepteur et le Interview Pro va s'appairer à ce petit produit là. Et en gros, vous allez tout simplement parler au micro. Dessus, il y a une prise USB-C. Tu peux le brancher à ta caméra. Tu peux le brancher à tout ce que tu veux. En fait, c'est pas mal ça. Et tu peux ampérer jusqu'à combien? 30 heures d'autonomie. C'est aussi. C'est 25 heures d'autonomie et 40 heures d'enregistrement. Oui, ils disent 30 sur leur site, mais. Je viens de demander, est-ce qu'on peut ampérer 2 micros à un seul récepteur? En fait, la limitation elle est au niveau du récepteur. Ouais. Donc le récepteur ne peut prendre que 2 canaux. Exact. Parce donc que c'est 2 mono. Tu peux mixer en fait. Tu peux avoir soit un comme ça, un Wireless Pro ou un Wireless Go 2 ou ceux qui sont compatibles, plus le nouveau Interview Pro. Mais seulement 2. En fait, tu peux pas ajouter un troisième, ce qui aurait été cool. Le récepteur, lui, n'accepte que 2 canaux. Donc, en fait, tu peux d'une seule. Tu peux. Il faudrait que tu prennes en fait sur certaines caméras, comme par exemple, je sais que ma Lumix S5 II, elle a 4 channels. Donc, c'est-à-dire que tu rentres ton wireless directement dans le jack, ce qui te fait 2. Et après, tu peux rentrer via le port XLR au-dessus et tu rentres un XLR tout jack avec encore une fois 2. Et ça fonctionne. Deuxième récepteur quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu pourrais mettre plus dans une caméra si tu as envie, ta caméra le te permet. C'est la caméra qui va aussi. T'empêcher de le faire après. Je pense pas que ça va être ça l'usage. Non. Les gens vont plutôt l'utiliser souvent comme là nous en ce moment on l'utilise le récepteur comme Florian l'a montré, il est connecté à rien du tout là. Donc là l'enregistrement il est local. Donc ces 2 micros là sont enregistrés localement et ceux-là vont à la console et puis il y a 2 canaux à la console et 2 canaux qui sont localement que Florian après va. Tu peux l'apparaître aussi à la Rodecaster aussi. Oui c'est ça parce donc que ça c'est cool. Il y a un récepteur justement de canaux. Donc ça c'est vraiment nice parce que du coup ça te permet si tu as envie de rajouter un invité dans ton podcast, tu lui passes le micro, c'est branché automatiquement, c'est en wireless, il n'y a pas de fil, rien. Donc comme ce produit existait déjà, à ton avis, qu'est-ce que ça apporte de plus? Est-ce que c'est la qualité qui est améliorée? Est-ce qu'il y avait une vraie demande? En fait la capsule c'est ça ressemble très fortement au broadcaster, donc en termes de qualité audio, donc c'est très podcast en fait, donc c'est ça qu'on recherchait et en fait c'est ça que tu as besoin quand tu es dans un app show par exemple, c'est ça que tu as besoin en podcast et puis honnêtement le son qu'on a aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux c'est un peu podcast qu'on a. Et ça sera dynamique Ouais. Non, celui-là c'est pas un dynamique celui-là. Non, c'est pas dynamique. Okay. Et la fréquence c'est 2,4 GHz si jamais ça intéresse des personnes. On peut enregistrer en 32 bits float.
Ouais, mais elle est propriétaire, donc en fait, tu peux pas la pairer avec le lien qui se fait entre le récepteur et le transmetteur. C'est une technologie propriétaire de Rode, ce qui fait que tu peux pas juste le linker avec un téléphone comme tu peux faire avec le DJI Mic 2 qui peut s'appairer à n'importe quel appareil qui accepte du Bluetooth. Mais pour répondre à ta question, en fait, c'est plus compact, avec une meilleure qualité audio, avec une autonomie qui est quand même plus grande que ce que tu peux trouver avec les Wireless Pro. 40 heures avec du 32 bits float, ce qui est quand même cool. Et puis tu vas avoir une qualité qui est au-dessus de, je pense, et je l'espère, qui va être au-dessus des Wireless Pro. Mais tu perds un peu la flexibilité dans le sens où celui-là, tu peux l'accrocher à quelqu'un, tu peux avoir un lavalier dessus, alors que l'autre est vraiment dédié micro à la main, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment cool. Moi, je trouve que c'est un bon produit. Puis, il n'est pas très cher. Exact. 2,49 ou 2,99 US US, donc en CAD, il a 339. 339, ce qui est quand même pas déconnant, mais encore une fois, il faut qu'il livre sur la qualité. Moi, je suis un fan de Rode, mais je les attends toujours. Sur les produits, je me demande ce qu'on pourrait faire avec le port USB qui est dessus. S'il est réservé seulement à la recharge, ou si, par exemple, quelqu'un peut l'utiliser comme un micro branché à son ordinateur. Donc ça, j'ai hâte de voir ça aussi, là. Ouais. Dans la même lignée, Rode ont annoncé aussi juste une mise à jour. Maintenant, le Wireless Me existe maintenant en duo. Donc, c'est Wireless Me Duo. En gros, ça veut dire qu'il y a juste deux maintenant, comme celui-ci en fait. Comme le Pro, en fait, vous en avez deux aussi à l'intérieur. Donc, ça permet d'avoir le récepteur branché à la caméra si vous voulez faire une interview et deux personnes. Alors qu'avant, quand vous l'achetiez, vous aviez le récepteur qui servait aussi de micro. Et donc en gros, vous pouvez faire une interview, sauf que si tu voulais brancher ça à une caméra, du coup c'est là que tu étais bloqué. Donc maintenant ils l'ont sorti en version où tu en as deux dedans. Et le Go 2 est complètement discontinué, j'imagine. Le Go 2 il n'est pas discontinué, mais c'est vrai que je comprends pas trop la place en fait du Go 2 aujourd'hui. C'est une gamme différente. T'as pas le. On va dire que le Pro est vraiment Pro, il porte le nom. Ouais, mais le Pro au final avec tous les accessoires qu'il y a à l'intérieur, il est moins cher que le Go. Oui, clairement. Mais donc, probablement, dans le renouvellement de leur gamme, ils vont. Parce que là, avec le Mi, le Go 2 et le Pro, ça en fait un de trop dans le fond. Mais le Mi est plus. Il vise, on va dire, des gens qui sont plus vlogging, qui sont plus, on va dire, des milléniaux. Le Wireless Go 2, c'est pour les gens qui n'ont pas besoin de 32 bits float, qui n'ont pas besoin du traitement de l'audio. Et puis le Pro, ils ont mis tous les gros features qu'ils ont. Mais à un moment donné, ça se touche un peu. Les gammes se touchent un peu, donc on verra ce que ça va devenir. Alors chez Rode, si vous voulez, il y a aussi le Phone Cage qui est sorti. Donc en gros, c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de trucs par rapport au téléphone. J'en ai noté plusieurs qui sont sortis, qui sont vraiment intéressants. On voit vraiment que le téléphone va prendre dans les années à venir le dessus, peut-être sur certaines petites caméras. Là, le Phone Cage, en fait, c'est simplement une cage autour de votre téléphone. On a vu et revu ce truc-là. Ouais. Ton iPhone, il tient avec ton, comment s'appelle le truc derrière, le MagSafe. Avec des cold shows dessus. Exact, tu peux mettre ton micro et tout. C'est juste qu'ils ont mis des trucs un peu plus intelligents. Est-ce que tu peux cacher tes câbles et tout? C'est ça. Quand même... En fait, Rode, c'est toujours une philosophie. Puis moi, je les attends toujours sur les produits parce qu'ils ajoutent toujours un petit truc supplémentaire. Il n'y a personne qui a pensé à mettre le petit fil sur le côté pour que ça cache pas le... Je trouve c'est une attention quand même assez intéressante. Puis par la même occasion, un peu dans le même genre, le Magnetic Mount, en gros, c'est la même chose. Ça vient sortir derrière ton MagSafe de ton téléphone, une espèce de tige sur le côté pour pouvoir mettre un micro un peu déporté. Donc tu peux enregistrer en même temps. Et puis moi, il y avait un accessoire qui était cool que, en fait, c'est notre même fournisseur que Rode vend, c'est Angelbird. Ils ont sorti un espèce de CF Express qui se met juste derrière, donc tu mets ta CF Express avec un truc, tu le mets dans ton téléphone et ça peut record et ça se met sur le MagSafe aussi. Ouais. Donc c'est cool, c'est des bonnes combinaisons qui peuvent être faites ensemble, je trouve que c'est cool pour un téléphone. Ah, mais tu vois que Apple nourrit un écosystème incroyable d'accessoiristes en fait. Et puis d'ailleurs pour l'instant c'est que pour l'iPhone, chez certaines compagnies, on va en venir après, mais il n'y a que l'iPhone, il n'y a pas d'autres appareils photo, tu sais. Donc tu vois qu'ils ont pas mal le monopole là-dessus. Mais tu sais, là, ils ont fait l'application, ils commencent à avoir un écosystème assez incroyable. Là, c'est la première fois qu'ils font du hardware accessoire, on va dire. Pas hardware, je veux dire accessoire. En plus des micros sans fil, maintenant, il y a une variété incroyable dans leurs produits. En plus de leur application qui permet d'enregistrer face cam et aussi... donc, c'est quand même pas Il leur manque un petit mélangeur vidéo qui concurrencerait les ATEM à plusieurs caméras.
Parce qu'il y a le Streamer X qui permet au moins d'avoir une caméra. Je pense que c'est la suite. Ça, c'est le premier pied qu'ils ont mis dans la vidéo. L'écosystème complet après. Je serais pas surpris que ça arrive. En audio, pour finir, j'avais Shure aussi. C'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai que le SM7B est très très populaire, surtout dans le podcast. Nous, on utilise ici des PodMic. Et il y a eu le PodMic USB qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc celui qu'on avait tous acheté. Là, ils ont sorti le MV7 Plus qui justement reprend un peu ce que le PodMic USB fait. Donc tu as un USB-C et un XLR. Et puis après, c'est la même propriété que MV7 classique en fait. Donc ils n'ont rien changé. Est-ce que c'est la même gamme de prix? On est sur $500. Ok, donc c'est quand même beaucoup plus cher. C'est plus cher que les PodMic. Les PodMic USB-C qui sont à 300, je pense. Que moi je trouve qu'ils sont super chers. 379, il me semble. Bah, quand tu compares avec le PodMic qui n'est pas USB, il y a quand même une grosse différence de prix, je trouve. C'est quasiment le double. Hein. Non, c'est pas mal. Et pour le coup, Shure, voilà, c'est quand même une compagnie qui est quand même bien pour le son, qui est très utilisée dans le streaming. Moi, je l'aime beaucoup. Un peu cher, c'est vrai. Un petit produit quand même qui m'a fait un peu rire, c'est un lavalier en USB-C. Et je trouve ça drôle que encore aujourd'hui, tu sais, encore l'iPhone 15 et iPhone 15, oui, je suis perdu. L'iPhone 15 est passé à l'USB-C, la version Pro. Donc, je ne serais pas surpris qu'on commence à avoir de plus en plus de micros USB-C. Là. Mais ça m'a fait rire qu'ils sortent ce produit-là. Et il est quand même pas cher. Je pense qu'il est à $49 US. Quand tu compares avec le prix des Rode, c'est à peu près le même prix ou un tout petit peu en dessous. Donc, la qualité Shure, c'est quand même... Mais il y a un autre truc aussi, Shure, qui était sorti un peu comme des Wireless Pro. Mais honnêtement, j'ai regardé un petit peu. C'est pour ça que j'en parle pas. C'est pas incroyable. Il manque plein de choses dessus. Ils sont un peu en retard en ayant sorti leur truc. Donc, je vais pas trop en parler non plus. Mais si on peut rester dans le téléphone, vu qu'on y était, il y a Atomos qui a sorti le Ninja Phone. Donc je trouve que c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise leur téléphone maintenant comme des moniteurs. Je comprends, moi personnellement je sais pas ce que je ferais, mais il y en a de plus en plus qui le font. Donc il y avait Axoon qui avait sorti quelque chose qui permet de faire ça, c'est pas mal. Mais il y a Atomos Ninja où tu achètes ta coque en fait iPhone. Donc là ils ont sorti qu'une coque iPhone 15 Pro Max et Pro pour l'instant. La coque est à combien juste $81 CAD. Et le produit lui-même il est à 400 balles. 549. C'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Oui, c'est en canadien. C'est cher, mais il faut se dire que derrière, tu peux mettre une pile NPF. Donc, c'est-à-dire que ton iPhone va être alimenté par la pile. Mais l'Axoon aussi, tu peux faire ça. Oui, je sais, ouais. Et là, du coup, en fait, ton enregistrement se fait en USB-C. Donc, en gros, tu as ton HDMI de ta caméra qui part dans ce module. Le module qui va mixer, du coup, la charge de ton téléphone plus la vidéo passe en USB-C, ça rentre dans ton iPhone. Là, tu prends une application Atomos. Et là, en fait, tu as la même application un peu que Blackmagic, tu sais, qui fait en sorte que tu peux régler les white balance, etc., changer de caméra, etc. Dans le fond, ils ont déporté leur technologie au lieu d'acheter le grand le moniteur avec l'écran, machin et tout ça. En fait, tu peux maintenant acheter un truc qui coûte un peu moins cher. Et avoir le prix ton de téléphone. il faut le non, aussi, c'est sûr. Et même, moi, je suis pas forcément hyper chaud pour ce produit parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu achètes ce truc, ce mount, et si tu changes d'iPhone, est-ce que ça va toujours être compatible? USB-C. C'est en fait la coque. Le format, tu vois. Non, la coque, elle se détache en fait de l'arrière. Et en fait, c'est le module à l'arrière où dedans, tu vas avoir l'encodeur qui est à l'intérieur, etc. Parce que enregistre dans l'iPhone après. Oui, ça enregistre dans l'iPhone. Donc il faut avoir de la place sur l'iPhone. Exact. Surtout que c'est des formats assez costauds. Exact. Je sais pas. Et puis utiliser son iPhone dans une configuration de tournage un peu pro et tout, je sais pas. Il y en a de plus en plus de gens qui font ça, hein, des influenceurs et tout. Ah oui, il y en a de plus en plus. Je pense qu'il doit y avoir un marché là-dessus. Moi, je suis d'accord avec toi, ça me paraît. Moi non plus, ça m'intéresse pas. Et le prix est super cher. Mais ça, c'est Atomos. À chaque fois que tu essaies de mettre la main sur un produit Atomos, mais dans un an, ils vont faire un rabais de 150 pièces dessus, c'est bon. Mais attendez, Black Friday, ça vous intéresse. Il faut voir la qualité du produit en termes de matériaux choisis. Parce que le Axoon, c'est vraiment cool. Mais ce qui était un peu moins bon, c'est le côté un peu plastique, un peu fragile. Mais j'ai hâte de voir. Et puis du coup gros concurrent, il y a eu une gamme qui est sortie chez Tilta. Donc Tilta, c'est une grosse marque en fait de tout ce qui va être accessoire, un petit peu en métal, aluminium, je dirais haute qualité. Je sais pas en quoi c'est fait, c'est usiné, t'as des cages, t'as des follow focus, etc. Donc pour les caméras, et là ils ont sorti justement un kit qui s'appelle Chronos pour l'iPhone 15 Pro Max.
et l'iPhone 15 Pro. Donc en gros, tu as une cage autour de ton téléphone, tu vas pouvoir mettre dessus une petite lumière qu'ils ont créée eux-mêmes, c'est pas une lumière que tu achètes à côté. Tu as une poignée sur le côté, tu vas pouvoir mettre un follow focus, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire du focus manuel directement avec l'application. Et derrière, ils ont mis un ventilateur pour refroidir en MagSafe ton téléphone. Donc franchement, ils ont été super loin. Donc là, je sais pas si tu l'avais vu ou pas, mais c'est un monstre le truc. Ton iPhone est plus gros qu'une Blackmagic avec ça au-dessus rigué. Ouais, non, c'est vraiment nice. Avec du coup un support SSD pour pouvoir mettre un disque dur SSD, donc ça c'est vraiment nice. Et il y a port filtre ND aussi, donc c'est à dire que derrière tu as un espèce de capuchon qui se met autour des objectifs et tu vas pouvoir mettre des filtres ND qui peut être un quart, tu as le brume, tu sais, tout le monde aime bien le chromiste, etc. Les diffusions et tout, les gens vont pouvoir mettre ce qu'ils veulent en fait en filtre dessus quoi. Et ça c'est malade quoi. Bon ça c'est un peu cher, je crois que j'ai même pas eu le prix encore, si 512 mais c'est USD, j'ai pas eu le prix en CAD encore, 512 USD pour le kit complet. C'est qu'Abdel il fait sa blague et il dit 2000 Canadiens. 2000 Canadiens, c'est à peu près ça. Ouais. Bon, si on enchaîne sur d'autres produits vidéo, tu disais que c'était un peu plus gros qu'une Blackmagic, mais en même temps, vu les nouvelles caméras annoncées, je suis pas sûr. Exact, parce que Blackmagic sont arrivés avec deux gammes différentes. Donc la gamme Ursa et la gamme en fait plein cadre. Parce que c'est vrai qu'avant c'était du Super 35, donc là c'est la première fois que Blackmagic se lance là-dedans. On a un capteur plein format 6K sur des grosses caméras broadcast. Avant c'était pas le cas, donc là on est sur des gros specs. Je sais pas si ça vous parle ou pas, mais la caméra peut monter en 6K, anamorphique, tout ce que vous voulez. On parle de la Pixis. C'est la Pixis, Pixis, ouais c'est ça. Et il y a 3 montures différentes, EF, L et PL. Comme je vous dis toujours, Lumix, je vous dis c'est l'avenir. Monture L, c'est pas pour rien. Sigma, monture L, c'est pas pour rien. Vrai ou pas? C'est vrai. On la voit de plus en plus. La Pixis, elle est sur quelle gamme de prix là? Elle est pas chère, elle est à moins de $3000. Ouais, 2995. Ouais. 4315 CAD. Et la monture PL, c'est toujours plus cher, c'est 4605, donc il y a $300 à peu près. Et je trouve que c'est la suite en fait celle qu'on utilise justement dans le studio. Bah, en fait, dans le studio ici, c'est des caméras des 4K, Pocket Cinema caméra 4K. Et donc ce qui était reproché, oui, micro 4 tiers. Et il y a la Pocket Cinema caméra 6K qui existe, qui est un peu le même format, donc un peu plus en mode appareil photo, qui était en Super 35, APS-C. Et ce qui était reproché à cette caméra, c'était justement le format pour du cinéma. C'est pas idéal d'avoir un boîtier en mode appareil photo. Donc là, ils sont partis sur un format un peu comme une boîte à la RED, avec un écran sur le côté, des boutons assez bien identifiés, tout ça, et assez modulable en fait. On peut ajouter pas mal de trucs, on peut ajouter un viewfinder, on peut ajouter une matbox devant, on peut ajouter pas mal de choses. Donc le 2995, c'est avant tous ces accessoires. Ouais, parce que rien que le viewfinder, je crois qu'il est à 1500 ou comme ça. Donc tu vas pouvoir rajouter plein de trucs derrière. Tu sais, justement, le broadcast, tu sais, des fois ils aiment bien rajouter des SDI, des modules, etc. Ou des modules NDI. Il y a plein de choses que tu peux rajouter derrière. Moi, je serais surpris qu'un jour tu verrais une Pixis sur un studio broadcast. Ça m'étonnerait énormément. Je pense que c'est plus cinéma pour le coup là, ce genre de produit. C'est plus non, c'est cinéma. À l'extérieur, en mouvement. Mais plateau TV, ça se peut. Par contre, l'URSA, je trouve que ça commence à ressembler un peu, si je peux comparer avec la gamme LDX de Grass Valley, qui sont les caméras les plus utilisées en plateau, là, et ça commence à ressembler à quelque chose. Et je ne serais pas surpris que certains studios commencent à tester ce genre de produit. Elle est à 15 000 balles. Ouais, la URSA 12K et 17K. 17K pour l'instant, qui n'a pas de prix d'ailleurs. Bah, elle n'a pas été montrée. Ils en ont parlé, mais ils n'ont pas montré. C'est ça. Ouais, mais ça, encore une fois. Mais elle est déjà sur le site de B&H on attend, mais il n'y a pas le prix encore. Mais en tout cas. 12K, mais à votre avis, la 12K va servir à quoi? Du cinéma, vraiment. C'est du cinéma, c'est pour aller cropper, c'est pour aller chercher des gros mouvements où dedans tu vas devoir aller manger ton image énormément et perdre tes cas justement. Quand tu regardes le format, elle est vraiment faite pour les studios télé. C'est pas une caméra cinéma, Ouais, je sais. Et le 12K en télé aujourd'hui, les amis, les Jeux Olympiques de Tokyo, c'était supposé être en 4K et finalement c'était upscale 4K. Là, peut-être pour Paris, on va avoir de la vraie 4K native. Là, on est en train de parler de 12K, les gars. Ouais, mais peut-être que aussi, il y a une histoire de... Il y a peut-être l'autoframing qui va arriver. Tu vois, ça va bien avec leur logiciel où tu peux cutter avec les ATEM Mini Pro dans ton image. Genre le 12K en live, ça ne sert à rien du tout. Genre en studio télé. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais admettons, tu vas aller chercher, tu prends un plan très large, tu peux aller cropper, faire ton A en bas à droite et t'es en 4K. Hein. Tu perds rien du tout.
Ouais, mais je veux dire, en live, c'est pas les. Non, c'est sûr. Mais je pense le 12K ici, c'est pour mettre un peu genre, ok, regardez là, c'est une vitrine technologique, on est en train d'innover. Et autant avant, c'était pas intéressant parce que c'était pas sur un capteur plein format, là, ça l'est. Donc là, c'est intéressant parce qu'avant, on avait de la pixelisation, la basse lumière était compliquée. Là, maintenant, ça nous permet d'avoir une plage dynamique qui est quand même supérieure. Donc, tout ce qui est dans les hautes et les basses lumières, on va être vraiment meilleur. On a 16 arrêts là. C'est vraiment beaucoup. Toutes ces caméras-là sont en plein format ? Ouais, toutes celles qui sont sorties sont en plein format. Puis pareil, tu as les filtres ND intégrés parce que du coup, elle est plus grosse. Donc, tu peux mettre à l'intérieur le filtre ND, etc. Tu peux mettre un disque 8 TB de storage dessus. C'est malade. Et pareil, comme tu disais tout à l'heure, c'est des modules que tu peux rajouter derrière la caméra pour sortir du SDI et toutes ces choses-là. Donc, ça coûte 15 000 quand tu commences à l'équiper. Bah là, sans rien, juste la 12K, c'est 23 755. $. Canadien. Okay. Donc la deuxième, c'est je sais pas parce que pour l'instant, il n'y a pas de prix. Donc, mais elle va être extrêmement chère. Ouais. Bon, ok, pas mal. Et on peut chez Blackmagic, parce qu'ils ont sorti beaucoup de trucs. Ouais, c'était énorme. Et un des trucs qui est très populaire, nous on le voit au magasin, ça reste quand même le contrôleur pour l'iPad mini, pour tout ce qui est justement DaVinci Resolve, pour les petits contrôles rapides, là, le Speed Editor. Là ils ont sorti du coup un nouveau Speed Editor pour la colorimétrie, en fait, pour le logiciel pour iPad. Donc c'est branché en Bluetooth en fait à votre iPad et vous pouvez faire la colorimétrie en direct et tout. Et là ils ont changé, ils ont rajouté des boules en fait dessus. Donc pour pouvoir contrôler mieux en fait tous les réglages dans votre image. Et celui-là, il est à $715. Et généralement, quand vous l'achetez, il vient avec le logiciel DaVinci. Donc, il y en a beaucoup qui l'achètent juste pour ça. Quoi. Qui elle, déjà coûte 300 balles, 400 balles. Exact. $350. Ouais, c'est ça. Donc, ça vaut plus le coup d'acheter. Et vraiment, je trouve que c'est un truc qui est cool. Tout le monde trouve ça trop nice de monter sur son iPad. Et ça réagit, mais il n'y a pas de latence. C'est ouf. Il n'y a toujours pas de modèle subscription pour DaVinci Resolve, right? Non. Je crois pas. Non, ça c'est vraiment bien. Ça va arriver, ça va. Ouais, arriver. mais moi, non, on veut pas que ça arrive. On veut pas que ça arrive. Ça va arriver, malheureusement. On vend plus des produits maintenant. Mais il y a des choses que tu sais en off par rapport à ça ou pas? Parce que faut nous le dire. Non, mais c'est pas un pari très compliqué. C'est pas un pari qui est très compliqué. Non, pas du tout. J'ai pas d'informations, mais je serais pas surpris qu'il y ait une version premium qui arriverait en. Ah, mais regarde, depuis tout ce temps, même Apple a pas mis de modèle par abonnement pour Final Cut, à part sur l'iPad. Mais sur ordinateur, en tout cas, ça reste une licence. Ouais, mais ça va arriver, Ouais, ça va arriver, c'est sûr. C'est sûr. Si on parle, il y avait d'autres choses chez Blackmagic, mais on va pas. Ouais, c'est ça. Des mélangeurs et tout ils ont fait des mises à jour dans DaVinci Resolve, ils ont fait plein de choses et tout. Il y a des trucs pour la télévision, les constellations là, comme ce que tu as vendu il y a pas longtemps. Toutes ces choses là, pour les télévisions, ça, il y a plein de trucs qui sont sortis. Si on parle chez DJI, compagnie que aujourd'hui j'aime plus trop forcément. En fait, j'adorais cette compagnie avant, mais en fait de plus en plus on voit que le service après-vente il est pas incroyable chez DJI. C'est une catastrophe, les gens font que de s'en plaindre. Tu parles de ton point de vue de magasin, c'est ça? Mais même en tant que client, t'as les gens ils viennent en magasin et crient parce que DJI avec leur garantie. T'as de la chance, crois-moi. C'est franchement, j'ai parlé à personne, je veux dire. T'as de la chance. Ça se passe super bien, mais je touche du bois là. Mais moi je la prends pour les produits DJI depuis que tu m'as dit qu'il faut faire attention avec les produits DJI. Je prends toujours une garantie quand j'achète des produits et pour l'instant ça va bien. Donc, Mais là en gros c'est ça, ils ont fait plusieurs annonces. Ils ont sorti la nouvelle gamme de DJI RS4, donc le Pro Combo et le RS4 classique. Honnêtement il n'y a pas tellement de différence avec le RS3, on va vite passer à la suite, mais en gros ils ont juste rajouté le fait que maintenant tu as une plaque qui se détache directement, donc la plaque qui tient en fait ton appareil se détache, se met à la verticale et se met sur le côté. Honnêtement, je comprends pas pourquoi les gens filment en vertical avec leur appareil. Il y en a plein qui me disent oui mais c'est parce que j'ai plein de capteurs. Oui mais non, en fait si tu restes en horizontal dans ton image, tu croppes, déjà ça te permet d'avoir tu peux te rattraper dans ton image parce que de gauche à droite tu peux te balader, et de deux tu viens pas détruire ton image, c'est exactement la qualité qui doit sortir pour les réseaux sociaux. Donc ça sert à rien de le mettre en vertical, surtout que dans les coins on sait que généralement un appareil n'est pas bon dans les coins, donc on veut prendre le plus au centre possible. Donc je comprends pas l'intérêt, mais bon, tout le monde maintenant filme comme ça, tout le monde pense qu'il faut retourner le téléphone pour TikTok, donc voilà quoi. Petit coup de gueule. Voilà. DJI au passage qui est menacé d'être banni des États-Unis encore une fois. Encore une fois, parce que ce sont des Chinois et que tout comme Huawei, ils pourraient. Mais mais DJI ça fait partie de ces compagnies-là qui sont chinoises, mais qui ont des racines chinoises, mais qui sont très très américaines dans l'organigramme.
et qui finance énormément de gens dans le Congrès américain. Donc, ça va être très, très compliqué de les menacer, ceux-là. Affaire réglée. Et non, mais j'ai entendu beaucoup de choses dernièrement. Il y a Alibaba qui est maintenant sur la liste, alors qu'avant, faisait partie des compagnies qui étaient respectées à l'extérieur de la Chine. Et j'ai entendu qu'il y avait des menaces pour DJI, mais ils ont shut down ça très rapidement parce que beaucoup de lobbyistes, ils ont énormément de lobbyistes à Washington. Donc, Ensuite, ils ont sorti le DJI Focus Pro. Donc ça, c'est une petite dinguerie. Honnêtement, ça, c'est vraiment nice parce que c'est-à-dire que tu peux l'acheter pour ton appareil photo. En fait, c'est un espèce de follow focus avec un lidar. C'est-à-dire de nuit, tu pourras avoir sur une lentille cinéma l'autofocus si tu as envie. Et tout ça, c'est contrôlé en fait via une petite poignée sur le côté. Mais c'est quoi l'usage? Parce que moi, quand je vois lidar... C'est pour tous les gens qui vont faire du run and gun et qui ont des lentilles ciné. C'est quand tu as un objectif uniquement manuel, bah de le rendre entre guillemets avec autofocus avec cet appareil-là. Et donc tu peux avoir comme disait Thomas, des lentilles ciné la partie lidar manuelles, que je comprends. Genre, je trouve que c'est un peu overkill en fait sur un produit qui est genre. Là, c'est pas pour le RS4, c'est vraiment séparé. Tu l'achètes séparé. Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, il y en a beaucoup qui ont acheté des follow focus. Hein. Tu sais, t'as un rig épaule. T'es obligé d'avoir un follow focus parce que sinon, t'arrives pas à faire correctement ta mise au point. Encore une fois, je comprends pas les gens qui utilisent l'autofocus pour filmer en vidéo, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, donc ça permet à ces gens qui font vraiment de la vidéo et qui shootent en manuel d'utiliser ce genre de choses. Donc, c'est très, très, très utilisé en fait. Bon, parfait. Moi, j'ai rien de plus à dire sur le DJI. Dans les DJI a fini. Grand public, en restant chez DJI, il y a le Avata 2, qui est le drone FPV qui est sorti il y a 2 ans, je pense, la première version, qui a fait un boom incroyable, mais qui a fait pas un flop, mais il y a eu énormément de problèmes et de réclamations sur ce drone-là. Le nombre de vidéos que j'ai vues, des gens perdaient leur drone. C'était incroyable et c'est là où je pense que le service à la clientèle devait être bien occupé avec. Donc j'ai hâte de voir le deuxième. Moi, ça m'a jamais tenté de me lancer dans du FPV grand public. J'en ai déjà fait des FPV, tu sais, que tu montes toi-même, mais du FPV qui vient d'une compagnie et tout, je sais pas. J'ai pas eu la chance encore d'essayer. Peut-être qu'en l'essayant. Je pense que ça rend le FPV beaucoup plus accessible parce que t'as moins de risques sûrement de le planter dès le premier coup de virage. Mais j'ai jamais essayé non plus. Je sais pas si Thomas, toi qui es fan de drone. J'en avais fait un petit peu, mais vraiment au début du FPV. Et c'est pas un truc que j'avais forcément aimé. Moi, j'avais trouvé que ça allait être plus un effet mode plus qu'autre chose. Mais les FPV, quand c'est sorti, c'était cool. Moi, mes premiers drones, c'était des FPV. Genre acheter des pièces, monter le truc. Ah oui, bien sûr, c'est cool de le faire. C'est cool, mais l'Avata, quand il est arrivé, c'est comme, les gars, vous avez plus besoin de faire ça vous-même. Déjà, c'était un peu avec le système FPV que DJI vendait. Parce que tu pouvais acheter le système de transmission, elle met sur n'importe quel drone que tu montais. Ça, déjà, c'était cool. Et là, ils sont arrivés avec plus besoin de le faire. Le produit est. Tu ouvres la boîte et tu. Non, c'est sûr, c'est un prêt à voler. Donc, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire de l'FPV, il faut l'homologuer. Donc, tu peux pas voler si tu ne l'homologues pas chez le gouvernement. S'ils te disent non, c'est simplement non, tu ne voleras pas avec ton truc. Donc, c'est pour ça que l'avantage de DJI, c'est le fait que tu sors de la boîte, tu peux voler, c'est autorisé. Quoi. Et il est pas cher pour ce que c'est parce que quand tu regardes en dollars US 999. C'est quand même cool pour ce que tu peux faire avec. Donc, Mais la qualité, c'est quoi? C'est celle d'un mini ou c'est moins bon que ça? C'est la même qualité que le DJI R3. C'est le petit capteur. C'est pas un micro 4 tiers. Donc on vient pas chercher ça ici, quoi. On vient chercher vraiment une caméra qui est disponible en fait et que la transmission se fait rapidement parce que on veut que ce soit clair pour pas se taper les branches. Non mais la transmission, en fait DJI, on peut dire ce qu'on veut sur DJI. Ils sont trop forts, mais en termes de R&D, ils sont quand même incroyables parce qu'en termes de transmission, ils ont développé une expérience incroyable sur la partie transmission. Parce que là, l'Avata, il y a 10-12 km à 60 mégabits par seconde. Mais pas partout dans le monde. Pas en Europe. On ne parle pas de régulation, on parle juste de tu le prends sur un champ dans un pays où il n'y a pas de règles. En Europe, tu drops, faut diviser par 3. Quoi. Mais je veux dire, juste la puissance technologique, je trouve ça incroyable. Et il continue à chaque fois. Et là, tu as un feed de 60 mégabits par seconde c'est malade. Qui transmet... C'est quand même cool. Bon les gars, je vois que le temps tourne. On va peut-être finir par un dernier produit parce que y a Insta360 X4. Ouais. Je voulais sauter dessus tout à l'heure quand on parlait de 12K. Là, on a de la 8K avec l'Insta360, mais je peux comprendre dans une image 360 que tu veux de la 8K. Mais attention parce que c'est de la 8K quand ils sont ensemble. Quand ils sont pas ensemble, c'est pas de la 8K. Exact. Tu drops à 4K même pas.
Exact. Ben, en fait, la nouveauté, c'est que maintenant, tu peux l'utiliser comme une vraie caméra de action cam. Ou est-ce que tu peux avoir juste le plan flat avec un angle, je me rappelle plus c'était quoi l'angle. Moi, je vais vous en parler parce que je vais en acheter une. Ah, c'est vrai? Ouais. J'hésite à prendre la 3 justement là. J'ai failli sauter parce que quelqu'un dans mon entourage a acheté la 3 et j'hésitais depuis longtemps parce que ce qui me dérangeait, c'est comment je vais éditer ce truc-là. Est-ce que j'ai besoin d'une puissance de calcul? Est-ce que c'est compliqué? Et quand j'ai vu comment ça marchait sur la 3, je me dis oh putain, c'est pas compliqué. Et là, avec la 4 qui sort, il n'y a pas une grosse différence de prix. Hein. Je pense qu'il va y avoir des promos sur les 3, mais la 4 me tente énormément et je pense que cet été, ça va être mon joujou. C'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien. Puis, comme on disait, sur une moto, ça permet de faire descendre ton assurance. Donc, j'ai un client qui m'a dit ça. C'est vrai? Ouais, parce que c'est considéré comme une dashcam et il a pu négocier avec ses assurances. Il me disait j'ai quasiment remboursé en fait en faisant une projection sur 1 an ou 2 ce qu'il économisait, ça payait la cam. Oui, mais en termes de batterie, c'est quoi? Tu la laisses brancher tout le temps là? Bon, je sais pas même sur les motos, tu peux brancher en USB maintenant. Il vérifie pas non plus. Okay. Je pensais juste que non, ça rentre dans cette catégorie. Et puis voilà. Non, en termes de batterie, genre. Ah oui. Moi, je la laisse brancher en continu. Parce que c'est quoi? C'est 123 minutes, un truc comme ça là qui était annoncé? Ouais, là, il y a 67% de plus par rapport à la X3. C'est quand même beaucoup. Non, mais c'est ça justement. La nouvelle est à 123 minutes, qui est quand même pas mal. J'ai l'impression que les batteries sur ce genre de caméra commencent à être de plus en plus performantes. Donc, c'est vraiment cool. Tu n'as pas besoin d'acheter une deuxième, troisième. Mais la qualité, il y a un petit gap quand même entre, je trouve, la X3 et X4. J'ai regardé vraiment les différences dans le détail. Sur les couleurs, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus vif. Et au niveau de la qualité d'enregistrement, c'est au-dessus. Hein. Il y a 200 mégabits seconde de bitrate. Donc, la qualité est vraiment au-dessus. Hein. Une plus grosse batterie aussi, une batterie de 2293 mAh, donc c'est vraiment cool. Merci. Julien, t'es impressionné. Je l'ai vu dans une des vidéos et je me suis dit, ça me botte. J'ai jamais acheté aucun produit Insta360. Je connais pas l'expérience de cette compagnie-là. Tu vas faire une infidélité à GoPro et... GoPro, ça fait mais GoPro, ils sont en retard. Hein. GoPro, j'ai arrêté il y a 2 ans, donc j'ai commencé à essayer les produits DJI. Je suis pas déçu et là je vais essayer un 360 donc est-ce que GoPro c'est une marque sur le déclin parce que ils étaient dans leur apogée avec certains modèles de GoPro. On voit qu'ils se sont plantés complètement avec leur projet de drone à l'époque. Là ils n'arrivent pas à suivre la cadence avec DJI Insta360. C'est depuis la session ça. Depuis qu'ils ont sorti la session, il y a eu un déclin total. Non, je dirais depuis qu'ils ont sorti le Karma, il y a le Karma. Oui, qui se détachait tout seul, le truc. Exact, ça, c'était le Karma. J'ai l'impression que GoPro, depuis plusieurs années, il n'y a plus d'innovation. Et d'ailleurs, la 11, et moi, j'étais le premier à vous dire, les gars, il va y avoir une version pro, parce que quand j'ai vu les specs de la 11, la 12, je me suis dit c'est sûr qu'il va y avoir autre chose à côté parce que ils sont en train de segmenter. Finalement il n'y a rien qui s'est passé depuis 7 mois et je suis pas sûr qu'ils suivent la cadence avec les Insta360 ou avec la Ace Pro là, c'est une machine. Osmo Action 4 aussi, incroyable. Donc je pensais, pour répondre à ta question, je pense que c'est fini. Bon, parfait. Merci les gars pour le tour du NAB. Il n'y a pas de quoi. On n'a pas de Flo, écoute. Julien, je vois que on n'a pas tout couvert. C'est des trucs qu'on kiffe. Non, mais j'ai appris plein de trucs, hein. Franchement, merci. On est resté sur nos coups de cœur. Bien sûr. Puis il y a des marques qu'on aime bien. La Blackmagic, une marque qu'on aime bien. Rose, une marque qu'on aime bien. C'est ça, c'est pour ça que j'ai choisi ça. DJI Softobah, on aime bien. Et puis voilà. Et vous aussi, on vous aime bien. Alors, si vous nous aimez aussi, on vous invite à liker cette vidéo et nous laisser des commentaires parce que Flo lit tous les commentaires et nous partage les très bons. Ça, je vous envoie tellement de screenshots à chaque fois qu'il y a des commentaires là, pour réagir. Donc merci de commenter. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu des choses qui vous intéressaient au NAB dans tout ce qu'on vous a partagé. Et puis voilà, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, d'épisodes qu'on peut faire pour vous à vous partager, n'hésitez pas. Merci encore les gars d'avoir fait cet épisode avec moi. Et puis on se retrouve très vite dans votre poche. Bye. À bientôt. Ciao.